Tu nais ce matin, dans le noir tiède et parfumé d'une ruche, et la première chose que tu fais, avant même de voir le monde, avant même de savoir ce que tu es, c'est de mordre. Tu mâches le fin couvercle de cire qui scelle l'alvéole où tu as grandi, tu le grignotes patiemment de tes jeunes mandibules encore molles, et tu repousses ce petit opercule rond comme on écarte une porte trop basse. Tu te y sors de ta cellule, les pattes flageolantes, le corps encore lourd d'humidité, le pelage collé. Autour de toi, ce n'est pas le silence que tu pourrais imaginer, mais une chaleur vivante, un bourdonnement sourd qui monte de partout, une vibration qui passe à travers la cire et qui résonne dans ton corps minuscule. Tu es au monde depuis quelques secondes, et déjà des milliers de sœurs s'affairent autour de toi, sans te prêter attention, occupées à mille tâches dont on ne sait rien encore. Voilà ta naissance. Pas un cri, pas une lumière, mais une morsure dans la cire, et l'entrée discrète dans une cité qui ne dort jamais tout à fait. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te raconter d'où tu viens, car ce matin où tu mâches ta sortie n'est que le dernier acte d'une transformation prodigieuse, commencée 3 semaines plus tôt. Tout a débuté par un œuf, un seul, minuscule, bien plus petit qu'un grain de riz et plus fin encore, déposé avec une précision parfaite au fond d'une alvéole vide par la reine, ta mère. Elle a collé là, debout, légèrement inclinée, au centre exact de la cellule, comme elle en dépose des centaines et des centaines chaque jour. Pendant 3 jours, cet œuf est resté là, immobile en apparence, mais bouillonnant de vie à l'intérieur, où se dessinaient déjà, cellule après cellule, l'ébauche de ce que tu allais devenir. Puis l'œuf a éclos, et de lui est sortie une larve, une petite forme blanche et courbe, sans yeux, sans pattes, sans ailes, sans rien de ce qui fait une abeille. Rien qu'une bouche et un appétit. Tu étais cela, autrefois, il y a quelques jours à peine. Une larve aveugle lovée au fond d'une alvéole, n'ayant qu'une seule mission au monde, grandir. Et tu as grandi comme peu d'êtres savent le faire. Dès ta sortie de l'œuf, des nourrices se sont penchées sur toi, encore et encore, des centaines de fois par jour, pour te nourrir d'une substance précieuse, une bouillie nacrée qu'elles produisaient elles-mêmes par des glandes de leur tête, ce qu'on appelle la gelée royale. Pendant les tout premiers jours, tu as baigné dans cette nourriture, gavé sans relâche, et tu as enflé à une vitesse que rien d'autre dans le monde animal n'égale tout à fait. En quelques jours, ton poids a été multiplié par plus de 1000. Imagine ce que cela voudrait dire pour un nouveau-né humain qui, en une semaine, deviendrait aussi lourd qu'un grand mammifère. Tu mangeais, tu enflais, tu muais, abandonnant ta peau devenue trop étroite pour t'en faire une plus grande, et tu recommençais. Puis ton régime a changé. Après les premiers jours de gelée royale, les nourrices t'ont nourri d'un mélange plus simple, fait de pollen et de miel, ce qu'on nomme parfois le pain d'abeille. Et c'est ce changement de nourriture, précisément, qui a scellé ton destin d'ouvrière plutôt que de reine. Mais nous y reviendrons, car c'est l'un des secrets les plus étonnants de la ruche. Quand tu as eu fini de grandir, gorgé, repu, ayant atteint la taille définitive de larve, les ouvrières sont venues coiffer ton alvéole d'un fin couvercle de cire poreuse, te scellant à l'intérieur, dans le noir, seul avec toi-même. Et là, dans cette petite chambre close, il s'est produit la chose la plus étrange de toute ton histoire. Tu t'es défaite. Tu t'es presque entièrement dissoute. La larve que tu étais a tissé autour d'elle un mince cocon de soie, puis son corps s'est réorganisé d'une manière qui défie l'imagination. Des structures qui sommeillaient en toi depuis l'œuf, de petits amas de cellules en réserve, se sont mises à croître et à se déployer, fabriquant des yeux, des ailes, des pattes articulées, un système nerveux, tout l'appareil délicat d'une abeille adulte, tandis que l'ancien corps de larve servait pour partie de matière première à cette reconstruction. Ce n'était pas une croissance, c'était une refonte. Une nymphe prenait forme, fragile et pâle, peu à peu colorée, où l'on devinait déjà les rayures, les ailes repliées, les grands yeux sombres. Et au terme de cette métamorphose, après des jours d'une patience aveugle, l'abeille accomplit que tu es maintenant à percer son opercule de cire, et tu es né ce matin, pour de bon, dans la chaleur de la cité. Prends un instant pour mesurer ce que cela signifie. Tu n'as pas grandi comme grandit un oiseau ou un chat, en gardant la même forme et en s'agrandissant peu à peu. Tu as connu 4 vies en une, l'œuf, la larve, la nymphe, et enfin l'adulte ailé. Entre la larve molle et aveugle et l'abeille agile que tu deviens, il y a une rupture presque totale, une dissolution suivie d'une reconstruction. C'est ce qu'on appelle la métamorphose complète, et c'est l'une des inventions les plus réussies du monde vivant,
partagée par les abeilles, les papillons, les coléoptères, les fourmis, une immense part des insectes de la terre. Elle a un avantage profond. La larve et l'adulte mènent des vies si différentes qui ne se font jamais concurrence. La larve ne fait que manger et grandir, immobile dans sa cellule. L'adulte vole, butine, travaille, et ne grandit plus du tout. 2 métiers, 2 corps, une seule créature. Tu es passé de l'un à l'autre dans le secret de ta cellule scellée, et te voici, ce matin, prête à commencer la seconde de tes vies. Maintenant que tu es debout sur les rayons, laisse-moi te dire dans quel monde tu viens d'entrer, car ce n'est pas une ruche que tu habites, c'est un être. Cela peut te sembler étrange, mais c'est l'une des vérités les plus profondes que la science ait su tirer de l'observation des abeilles. Une colonie n'est pas seulement un groupe d'insectes qui vivent ensemble. C'est quelque chose de plus, un tout cohérent, que les savants appellent un superorganisme. Songe à ton propre corps. Il est fait de milliards de cellules, dont aucune, prise à part, n'est vraiment vivante au sens où tu le es. Chacune fait son métier, les unes transportent l'oxygène, les autres digèrent, d'autres pensent, d'autres se battent contre les intrus, et de leur coopération naît un être unique, toi. Eh bien la ruche fonctionne de la même manière. Chaque abeille est comme une cellule d'un corps plus vaste. Toi, tes dizaines de milliers de sœurs, la reine, tous ensemble vous formez un seul individu réparti dans l'espace, qui naît, qui grandit, qui se nourrit, qui se défend, qui se reproduit, et qui meurt. Une abeille seule ne survit pas longtemps, pas plus qu'une cellule arrachée à ton corps. C'est ensemble, et seulement ensemble, que vous êtes vraiment vivante. Et ce superorganisme a une particularité qui te concerne au plus haut point. Il répartit le travail. Dans ton corps, une cellule du foie ne fait pas le métier d'une cellule du cerveau, et chaque organe a sa fonction. Dans la ruche, c'est pareil, sauf que la répartition ne se fait pas dans l'espace mais dans le temps. Tu ne seras pas affecté à un seul métier pour toute ta vie. Tu vas les exercer tous, l'un après l'autre, dans un ordre presque immuable, à mesure que ton corps se transformera et vieillira. Tu commenceras par les tâches les plus protégées, au cœur du nid, et tu finiras par les plus exposées, au dehors, dans le grand vide de l'air. Ta vie entière sera une lente progression du centre vers la périphérie, de l'ombre vers la lumière, de la sécurité vers le danger. C'est ce qu'on appelle le polyétisme d'âge, ce simple mot qui désigne une chose belle et grave, le fait que ton métier changera avec ton âge, et que tu monteras, échelon après échelon, vers le métier ultime qui te coûtera la vie. Suis-moi, et je te montrerai chacun de ces métiers, du premier au dernier. Mais avant cela, prends un instant pour mesurer la cité dans laquelle tu viens d'ouvrir les yeux, car son ampleur est difficile à concevoir. En plein été, une colonie florissante peut compter plusieurs dizaines de milliers d'ouvrières, parfois 40, 50, 60 000 abeilles, vivant ensemble dans le volume d'une grande boîte. Imagine cette foule, ce grouillement de corps tièdes sur les rayons, dans le noir, et pourtant l'absence presque totale de désordre, chacune sachant, sans qu'on le lui dise, ce qu'elle a à faire à l'instant où elle le fait. Les rayons eux-mêmes, ces grandes plaques de cire suspendues côte à côte, alignées avec une régularité de cathédrale, sont percés de dizaines de milliers d'alvéoles, les unes pleines de couvain, les autres de pollen aux couleurs vives, les autres encore de miel doré et scellé. Tout cet édifice tient dans la pénombre, tiède, parfumé de cire et de miel, vibrant en permanence d'un bourdonnement sourd, traversé sans cesse d'abeilles qui montent, descendent, se croisent, se palpent de leurs antennes pour échanger nourriture et messages. C'est dans cet univers clos, dense, chaud et nocturne que se déroulera la plus grande partie de ta vie. Et c'est là, parmi tes innombrables sœurs, que tu vas, dès tes premières heures, prendre ta place et commencer à travailler. Ton premier travail commence presque tout de suite, dès tes premières heures de vie, et c'est le plus humble de tous. Tu es netto yeuse. Te voilà chargé de remettre en état les alvéoles qui viennent de se vider, celles d'où d'autres abeilles, comme toi ce matin, viennent d'émerger, et celles où le miel ou le pollen ont été consommés. Tu entretêtes la première, tu disparais presque entièrement, et tu en grattes les parois, tu en retires les derniers débris, les restes de cocon, les poussières, tu polis la cire avec un soin minutieux. Car une alvéole, ça ne peut pas recevoir un œuf, la reine refusera d'y pondre. C'est donc de ton travail que dépend la place faite aux générations suivantes. Tu nettoies aussi,
Et c'est plus rude, en participant à l'évacuation des morts et des malades, car une ruche est un lieu où l'hygiène est une question de vie ou de mort. Dans cet espace clos, chaud et humide, où des dizaines de milliers de corps se pressent, la moindre maladie pourrait tout emporter. Alors la cité se nettoie sans relâche, et toi, dans tes premiers jours, tu es l'une des petites mains de cette propreté obstinée, sans laquelle rien ne tiendrait. Tandis que tu nettoies, ton corps continue de mûrir, et de nouvelles glandes, à l'intérieur de ta tête, se développent et se gorgent. Ce sont elles qui vont ouvrir le deuxième métier de ta vie, peut-être le plus tendre. Au bout de quelques jours, tu deviens nourrice. Te voilà chargé, à ton tour, de t'occuper des larves, ces petites formes blanches et affamées lovées au fond de leurs cellules, exactement comme tu l'étais il y a peu. Tu te penches sur elles encore et encore, des centaines, des milliers de fois par jour, pour les gaver de cette gelée nacrée que tes glandes produisent désormais, cette même gelée royale qui t'a fait grandir. Une seule larve peut recevoir 1000 visites de nourrice avant d'être operculée. Tu parcours sans fin les rayons du couvain, ce grand quartier de la ruche où se trouvent toutes les jeunes en croissance, et tu inspectes, tu nourris, tu ajustes la ration de chacune. C'est un labeur intense, ininterrompu, jour et nuit, car dans la ruche il n'y a pas vraiment de nuit, pas de sommeil collectif, seulement le travail qui se passe de relais en relais. Tu es maintenant celle qui élève la génération d'après, et sans le savoir, en nourrissant ces larves, tu prépares déjà celles qui te remplaceront quand il ne sera plus là. Il y a, dans ce métier de nourrice, une tendresse étrange, qui mérite qu'on s'y arrête. Tu prends soin de larves qui ne sont pas tes filles, que tu ne reverras peut-être jamais une fois devenues adultes, et dont la plupart te survivront. Tu te penches sur chacune avec le même soin attentif, ajustant sa ration, surveillant sa croissance, comme si l'avenir de tout le monde tenait à elle, ce qui, d'une certaine manière, est vrai. Songe à la chaleur de ce quartier du couvain, le cœur le plus tiède et le plus protégé de toute la ruche, maintenu à une température constante par le travail de tes sœurs, où des milliers de petites vies grandissent à l'abri, baignées de soins, gavées de gelée et de pain d'abeilles. C'est ici, dans ce berceau obscur et chaud, que se prépare en silence chaque génération nouvelle, et que tu as toi-même grandi, il y a peu, sous les soins d'autres nourrices aujourd'hui sans doute déjà mortes, usées par leur propre vol. Ainsi va la cité, de relais en relais, chaque abeille élevée par celle d'avant et élevant celle d'après, dans une chaîne ininterrompue de soins qui traverse les générations et ne s'arrête jamais. C'est ici qu'il faut te révéler l'un des plus beaux secrets de la ruche, celui qui décide, dès l'enfance, de ce que devient chaque femelle. Tu te souviens que je t'ai dit qu'un changement de nourriture, dans ta petite enfance de larve, avait scellé ton destin d'ouvrière plutôt que de reine. Voici ce que cela veut dire. Toutes les larves femelles de la ruche partent égales. Une jeune larve d'ouvrière et une jeune larve de reine sont, au départ, rigoureusement identiques, issues du même genre d'œuf, dotées des mêmes possibilités. Ce qui les sépare, ce n'est pas leur naissance, c'est leur nourriture. Une future reine est nourrie de gelée royale, et seulement de gelée royale, en abondance, du début à la fin de sa vie larvaire. Une future ouvrière, comme tu l'as été, ne reçoit cette gelée royale que les tout premiers jours, puis on la passe à un régime plus modeste de pollen et de miel. Et cette seule différence de régime suffit à tout changer. La larve nourrie de gelée royale jusqu'au bout développe des ovaires complets, un corps plus grand, et devient une reine capable de pondre. La larve sevrée trop tôt de cette gelée devient une ouvrière, au corps plus petit, aux ovaires presque muets, vouée non à pondre mais à travailler. Une même créature en puissance, et deux destins selon ce qu'on lui a donné à manger. Toi, tu es du second genre. Tu n'as pas reçu la nourriture des reines assez longtemps, et te voici ouvrière, l'une des dizaines de milliers de sœurs stériles qui font tourner la cité. Cela mérite qu'on s'y arrête, car il y a là un mystère qui touche au cœur même du vivant. Comment une simple nourriture peut-elle changer à ce point un corps, jusqu'à le rendre fertile ou stérile, grand ou petit, reine ou servante? La réponse tient à une chose que la science a mis longtemps à comprendre. Tes gènes, ces instructions inscrites au plus profond de chacune de tes cellules, sont les mêmes que ceux d'une reine. Strictement les mêmes. Mais avoir un gène ne suffit pas, encore faut-il qu'il s'exprime, qu'il soit allumé ou éteint, lu ou tenu en silence. Et c'est précisément cela que la nourriture larvaire commande. La gelée royale, par les substances qu'elle contient, agit comme un interrupteur,
allumant chez la future reine tout un programme de développement qui reste éteint chez l'ouvrière. Ainsi, deux créatures aux gènes identiques peuvent devenir radicalement différentes selon les signaux qu'elles ont reçus dans leur enfance. C'est une leçon qui dépasse de loin les abeilles, et que l'on retrouve partout dans le vivant. Ce que tu deviens ne dépend pas seulement de ce que tu portes en toi, mais aussi de ce que le monde fait de toi. Toi, le monde a fait de toi une ouvrière, et c'est dans ce rôle que tu trouveras toute ta grandeur. Passons maintenant au troisième métier, car ton corps, encore une fois, te pousse vers un nouvel office. Sous ton abdomen, à mesure que tu mûris, se développent de petites glandes particulières, situées sur la face inférieure de tes derniers anneaux. Et ces glandes savent faire une chose prodigieuse, fabriquer de la cire. Te voici cirière, bâtisseuse, ouvrière du grand chantier sans fin qu'est la ruche. La cire ne se ramasse pas, elle ne se trouve nulle part dans la nature, elle se sécrète. Tes glandes la produisent sous forme de minuscules écailles transparentes, fines comme des paillettes, qui apparaissent sous ton ventre. Tu les recueilles avec tes pattes, tu les portes à ta bouche, tu les mâches, tu les pétris, tu les réchauffes de ta salive et de la chaleur de ton corps, jusqu'à les rendre malléables, et tu les ajoutes, parcelle après parcelle, à l'édifice commun. Car les rayons sur lesquels tu marches, ces grandes plaques verticales percées de milliers d'alvéoles où l'on élève le couvain et où l'on stocke le miel, ce ne sont pas des choses données. Ce sont des constructions, bâties écaille par écaille, par des générations d'ouvrières, et tu prends à présent ta part de ce travail patient. Produire la cire te coûte cher, il te faut consommer beaucoup de miel pour fabriquer un peu de cire, c'est une dépense que la colonie ne consent qu'avec mesure, quand la place vient à manquer ou que la mielée est abondante. Et voici le moment de te parler de la forme même de ces alvéoles que tu construis, car c'est l'une des plus belles énigmes de toute la nature, et l'une des plus parfaites réponses qu'un être vivant ait jamais apportées à un problème de géométrie. Quand tu bâtis tes cellules, tu ne les fais ni rondes, ni carrées, ni triangulaires. Tu les fais à 6 côtés, hexagonales, et toutes parfaitement accolées les unes aux autres, sans le moindre vide entre elles, formant ce treillis régulier que tu connais bien, ces nids d'abeilles dont la régularité émerveille tous ceux qui les contemplent. Or ce choix de l'hexagone n'est pas un caprice, ni un hasard. C'est la solution optimale à un problème précis, et la nature, à travers toi, l'a trouvé. Voici le problème. Il s'agit de découper une surface en compartiments égaux, pour y loger les larves et y stocker le miel, en utilisant le moins de cire possible pour les parois, puisque la cire coûte cher à produire. Autrement dit, il faut enfermer le plus de volume avec le moins de matière. Et il se trouve que parmi toutes les formes qui peuvent s'assembler sans laisser de trous, l'hexagone est celle qui réalise cet exploit. C'est lui qui, pour une même surface de logement, demande le plus petit périmètre de parois. Laisse-moi te faire sentir pourquoi, car c'est limpide une fois qu'on le voit. Si tu voulais paver une surface entière avec des formes identiques accolées, sans vide ni recouvrement, tu n'aurais en réalité qu'un petit nombre de choix réguliers. Tu pourrais utiliser des triangles, des carrés ou des hexagones. Ce sont les seules formes régulières qui s'emboîtent parfaitement pour couvrir tout un plan. Le cercle, qui serait pourtant la forme la plus économique de toutes pour enfermer un volume, ne convient pas, car des cercles accolés laissent toujours entre eux des interstices perdus. Reste donc le triangle, le carré, l'hexagone. Et parmi ces trois, l'hexagone est de loin le plus efficace, celui dont les parois sont les plus courtes pour une même surface de cellules, celui qui se rapproche le plus du cercle idéal tout en pavant l'espace sans perte. Une ruche construite en cellules carrées ou triangulaires gaspillerait davantage de cire pour le même nombre de logements. En choisissant l'hexagone, ta colonie économise sa précieuse cire, gagne en solidité, et loge le maximum de larves et de miel dans le minimum de place. Les mathématiciens ont mis des siècles à démontrer rigoureusement que l'hexagone était bien la forme la plus économique pour ce genre de pavage. Toi, tu le construis sans le savoir, guidé par ton instinct et par les lois de la matière, depuis des millions d'années avant qu'aucun humain n'ait écrit la moindre équation. Et il y a, dans la manière dont ces cellules prennent forme, une subtilité de plus, presque émouvante. Les abeilles ne tracent pas l'hexagone à la manière d'un géomètre méticuleux qui mesurerait chaque angle. Elles façonnent d'abord des cellules à peu près circulaires, et c'est en partie la physique de la cire elle-même qui parachève la forme. La cire, tiède, ramollie par la chaleur des corps qui s'affairent, se comporte un peu comme un fluide très lent, et là où trois parois molles se rejoignent,
la tension de la matière les tire et les redresse jusqu'à former ces angles réguliers, ces jonctions à 120 degrés qui sont la signature de l'hexagone parfait. Ainsi la forme idéale naît à la fois de ton travail et des lois naturelles de la cire chaude, dans une collaboration silencieuse entre l'instinct de l'insecte et la géométrie du monde. C'est l'une de ces rencontres entre le vivant et la matière où l'on ne sait plus très bien qui, de l'abeille ou de la physique, est l'auteur de l'œuvre. Et le résultat tient debout, léger, solide, capable de supporter bien des fois son propre poids en miel, suspendu dans le vide de la ruche comme un prodige d'architecture. Remarque encore ceci, à propos de tes alvéoles. Elles ne sont pas tout à fait horizontales. Elles sont légèrement inclinées vers le haut, en pente douce, depuis leur ouverture jusqu'au fond, de sorte que le miel qu'on y dépose ne risque pas de couler au dehors avant d'être perculé. Et sur les deux faces d'un même rayon, les alvéoles ne se font pas face directement, mais sont décalées, imbriquées, leur fond s'emboîtant les uns dans les autres, ce qui renforce encore l'ensemble et économise la matière. Chaque détail de cette construction répond à une nécessité, et rien n'y est laissé au hasard. Quand tu bâtis, tu participes à l'une des structures les plus optimisées que le vivant ait jamais produites, une œuvre où la moindre parcelle de cire est placée là où elle sert le mieux. Songe à cela, toi qui n'as jamais appris la géométrie, et qui pourtant construis juste. Il y a un autre métier que tu exerces autour de cette période de ta vie, et celui-là est invisible mais vital, c'est la garde de la chaleur. La ruche, vois-tu, doit maintenir en son cœur, là où grandissent les larves, une température remarquablement stable, autour de 35 degrés, été comme hiver, jour et nuit. Cette précision n'a rien d'un luxe. Les larves et les nymphes ne se développent correctement que dans une plage de chaleur étroite. Trop froid, elles grandissent mal, ou pas du tout. Trop chaud, et elles souffrent. Alors la colonie tout entière agit comme un seul corps à sang chaud, régulant sa température avec une constance qui rivalise avec celle d'un mammifère, alors même que chaque abeille prise à part est un animal à sang froid, incapable de chauffer son propre corps de façon durable. C'est encore le miracle du super-organisme. Ce que tu ne peux pas faire seul, vous le faites ensemble. Et toi, dans ce grand thermostat vivant, tu joues ton rôle. Quand il fait froid, vous vous rassemblez. Les abeilles se serrent les unes contre les autres, formant une grappe dense, une boule vivante au cœur de laquelle se trouvent les larves et la reine. Et là, au lieu de rester immobiles, les abeilles font vibrer les puissants muscles de leur vol sans déployer leurs ailes, contractant ces muscles à vide, ce qui dégage de la chaleur, exactement comme tu frissonnes quand tu as froid. Une seule abeille ne produirait qu'un souffle de tiédeur, mais des milliers, vibrant ensemble au centre de la grappe, créent un foyer de chaleur qui maintient le cœur du nid bien au chaud, même quand le gel règne dehors. Les abeilles de la grappe tournent, celles du froid extérieur de la boule prennent à leur tour la place chaude du centre, dans une lente circulation qui ne laisse personne périr de froid. C'est une danse de la survie, silencieuse, opiniâtre, qui peut durer tout l'hiver. Et quand il fait trop chaud, vous faites l'inverse, avec autant d'ingéniosité. Là, le danger n'est plus le froid mais la surchauffe, qui ferait fondre la cire et cuirait le couvain. Alors une partie des ouvrières se poste aux entrées et sur les rayons, et se met à battre des ailes avec vigueur, toutes orientées dans le même sens, créant de véritables courants d'air qui traversent la ruche et chassent l'air chaud vers l'extérieur, aspirant l'air plus frais au-dedans. C'est une ventilation organisée, un système de circulation d'air entretenu par des centaines d'abeilles qui se relaient. Et si cela ne suffit pas, par les plus fortes chaleurs, des butineuses rapportent de l'eau, que d'autres ouvrières étalent en fines pellicules sur les rayons. En s'évaporant, cette eau absorbe la chaleur et refroidit l'air, exactement comme la sueur rafraîchit ta peau. Ta colonie sait donc à la fois se chauffer et se climatiser, réguler sa température dans les deux sens, par le seul travail coordonné de milliers de corps minuscules. Aucune abeille ne décide de tout cela. Chacune réagit à ce qu'elle perçoit, au chaud, au froid, et de la somme de ces gestes naît une régulation d'ensemble d'une finesse stupéfiante. Puis vient un jour où l'on te confie un poste plus rude, plus exposé, qui annonce déjà le grand tournant de ta vie. Tu deviens gardienne. Te voilà postée près de l'entrée de la ruche, à la frontière entre le monde clos et tiède que tu as toujours connu et le vaste dehors que tu n'as encore jamais vu. Ton travail est de surveiller qui entre. Car une ruche pleine de miel et de couvain est une proie convoitée, et bien des intrus voudraient s'y glisser, abeilles pillardes venues d'autres colonies, guêpes, papillons voleurs, parasites en tout genre.
À chaque abeille qui se présente, tu vas, en quelque sorte, demander ses papiers. Et ces papiers, c'est une odeur. Chaque colonie possède sa signature chimique propre, un parfum partagé par toutes ses membres, mélange subtil des odeurs de la ruche, de sa reine, de sa cire, de son miel. Tu connais cette odeur mieux que tout. Et quand une abeille se présente à l'entrée, tu la palpes de tes antennes, tu la flaires, et si elle porte le parfum de la maison, tu la laisses passer. Si elle sent l'étrangère, tu la repousses, tu te dresses, et s'il le faut tu combats. C'est un poste de confiance, qu'on ne donne qu'aux ouvrières déjà mûres, dont le corps est désormais capable, en cas d'extrême danger, de l'ultime sacrifice. Car il faut bien que je t'en parle, de cet ultime recours, de cette arme que tu portes au bout de ton abdomen. Tu as un aiguillon, un dard fin et acéré, relié à une glande à venin. Contre un autre insecte, contre une guêpe ou une abeille rivale, tu peux t'en servir et le retirer, frapper et survivre. Mais contre un gros animal à la peau épaisse, comme un mammifère qui voudrait piller la ruche, ton dard a une particularité terrible. Il est garni de minuscules crochets dirigés vers l'arrière, comme un harpon. Une fois planté dans une peau élastique, il ne peut plus ressortir. Et quand tu cherches à t'envoler, le dard reste accroché, s'arrachant de ton corps, emportant avec lui une partie de tes entrailles et la glande à venin, qui continue d'injecter son poison après ton départ. Cette blessure t'est fatale. Tu meurs, peu après, de t'être défendu. C'est l'une des choses les plus poignantes de ta condition. Ta seule arme vraiment efficace contre les grands prédateurs est une arme qui te tue en même temps qu'elle frappe. Mais songe à ce que cela révèle. Pour toi, qui n'est qu'une cellule du grand corps qu'est la ruche, perdre la vie pour défendre la colonie n'est pas un sacrifice insensé. Tu es stérile, tu ne te reproduiras jamais toi-même, et tout ce qui compte pour la transmission de ta lignée passe par la reine et par la colonie tout entière. Mourir pour les protéger, c'est, à l'échelle du superorganisme, comme une cellule de peau qui se sacrifie pour fermer une plaie. Ta mort, ici, a un sens, et ce sens te dépasse. Et puis vient le grand jour, le tournant de toute ton existence, celui vers lequel toute ta vie a monté depuis ta première morsure dans la cire. Tu deviens butineuse. Après des semaines passées dans l'ombre tiède de la ruche, à nettoyer, à nourrir, à bâtir, à ventiler, à garder, ton corps a fini de mûrir, tes glandes de nourrice et de cirière se sont taries, et te voilà prête pour le dernier métier, le plus exaltant et le plus dangereux, celui qui te fera quitter la maison pour le grand ciel. Mais on ne devient pas butineuse d'un coup. Avant de partir au loin, tu accomplis ce qu'on appelle des vols de reconnaissance. Tu sors pour la première fois la ruche, et au lieu de t'élancer aussitôt, tu te retournes face à l'entrée, et tu voles en arrière, en cercle élargi, le regard fixé sur ta maison. Tu mémorises. Tu graves dans ta minuscule mémoire l'aspect de l'entrée, les repères alentour, la position du nid dans le paysage, car il te faudra retrouver ce point précis, après des voyages de plusieurs kilomètres, parmi des milliers de buissons et d'herbes qui se ressemblent. Ce premier vol, c'est ta première vision du monde. Toute ta vie, jusqu'ici, s'est passée dans le noir. Et soudain, le ciel, la lumière, l'immensité de l'air. Pour affronter ce monde de lumière, tu disposes Dieu que rien, dans l'expérience humaine, ne permet vraiment d'imaginer. Tu as 5 yeux, en vérité. 3 petits yeux simples au sommet de ta tête, qui perçoivent surtout l'intensité de la lumière, et 2 grands yeux composés, de chaque côté de la tête, fait chacun de milliers de minuscules facettes. Chacune de ces facettes est comme un tout petit œil indépendant, qui capte un point du paysage, un fragment de l'image, et ton cerveau assemble tous ces fragments en une mosaïque, une vision faite de milliers de touches, un peu comme une image composée d'innombrables petits carreaux. Ta vision n'est pas aussi nette que la nôtre, tu ne distingues pas les détails fins, mais elle a d'autres pouvoirs que la nôtre n'a pas. Tu perçois les mouvements avec une rapidité extraordinaire. Là où nos yeux fondraient un battement rapide en un flou continu, les tiens distinguent chaque image séparément, si bien que pour toi le monde semble se dérouler au ralenti, ce qui est précieux quand on vole vite entre les obstacles. Et surtout, tu vois des couleurs que nous ne voyons pas. Tu perçois l'ultraviolet, cette lumière invisible à nos yeux, et beaucoup de fleurs, sous ce regard, se révèlent couvertes de dessins cachés, de lignes, de cibles, de pistes lumineuses qui convergent vers leur cœur, comme des balises peintes pour te dire « ici, c'est ici, voici le nectar ».
Les fleurs et toi, vous avez évolué ensemble, et elles se sont parées de signaux faits pour ton regard à toi, dans des couleurs que les humains ne soupçonnent même pas. Mais ta vue, si remarquable soit-elle, n'est pas ton sens le plus fin. Ce qui te guide plus encore que la lumière, c'est l'odeur, et pour l'apercevoir tu disposes d'un instrument prodigieux, tes deux antennes. Ces fines tiges articulées qui partent de ton front sont couvertes de milliers de minuscules capteurs, sensibles aux odeurs avec une acuité qui dépasse de loin tout ce que nous pouvons concevoir. Avec elles, tu sens le parfum d'une fleur à distance, tu reconnais l'odeur de ta ruche entre toutes, tu distingues chacune de tes sœurs, tu perçois les signaux chimiques que la reine répand, et tu lis dans l'air une foule de messages qui restent, pour nous, totalement muets. Car la ruche tout entière communique par les odeurs, par ces substances que les abeilles s'échangent et se transmettent, et qu'on appelle des phéromones. Une abeille qui a trouvé du nectar laisse une trace odorante sur la fleur. Une gardienne alarmée libère une odeur d'alerte qui mobilise aussitôt ses sœurs à la défense. Une butineuse de retour, devant l'entrée, peut soulever son abdomen et libérer un parfum qui appelle les autres, comme un phare odorant qui dirait « Ici, l'entrée est ici ». Tes antennes ne servent pas qu'à sentir, d'ailleurs. Elles touchent, elles palpent, elles tâtent les parois des alvéoles dans le noir, elles mesurent, elles reconnaissent. Elles sont à la fois ton nez et tes mains, ton principal lien avec un monde que tu explores bien plus par l'odeur et le toucher que par la vue. Imagine ce que serait, pour toi, le monde. Non pas d'abord un paysage de formes et de couleurs, comme pour nous, mais un océan d'odeurs entremêlées, un foisonnement de parfums où chaque fleur, chaque sœur, chaque recoin de la ruche aurait sa signature propre, aussi nette qu'un visage. Mais voir et sentir les fleurs ne suffit pas, encore faut-il savoir où aller et comment revenir. Et c'est ici que tu disposes d'une boussole d'une subtilité prodigieuse, inscrite dans le ciel lui-même. Tu te repères, pour l'essentiel, grâce au soleil. Tu connais sa position dans le ciel, et tu mesures tes trajets par rapport à lui, gardant en mémoire l'angle entre la direction où tu voles et la direction du soleil. C'est déjà remarquable, mais voici plus fort. Le soleil se déplace dans le ciel au fil des heures, et pourtant il ne te perd pas. Tu portes en toi une sorte d'horloge interne qui te dit comment le soleil se déplace, de sorte que même si tu mets du temps à voler, tu corriges ton cap en tenant compte du mouvement de l'astre. Et il y a encore plus subtil. Même quand le soleil se cache derrière un nuage, tu continues de savoir où il est. Comment? Grâce à une propriété de la lumière que nos yeux ne perçoivent pas, mais que les tiens lisent comme un livre ouvert. La lumière du soleil, en traversant l'atmosphère, se trouve polarisée, c'est-à-dire que ses ondes vibrent selon des directions particulières, et cette polarisation dessine dans tout le ciel bleu un grand motif régulier, organisé autour de la position du soleil. Tes yeux savent voir ce motif invisible. Il te suffit d'un coin de ciel bleu, même petit, même percé entre les nuages, pour y lire la trame de la lumière polarisée, et en déduire où se trouve le soleil caché. Le ciel entier est pour toi une boussole déployée, gravée dans la lumière elle-même, que tu déchiffres sans effort. Et pour parcourir ce ciel, tu disposes d'un vol dont la mécanique a longtemps déconcerté ceux qui l'étudiaient. Tu as deux paires d'ailes, fines et transparentes, qui s'accrochent l'une à l'autre par de minuscules crochets pendant le vol, formant de chaque côté une seule grande surface portante. Ces ailes, tu les bats à une cadence vertigineuse, des centaines de fois par seconde, bien trop vite pour qu'un œil humain puisse en suivre le mouvement, et c'est de cette vibration rapide que naît le bourdonnement caractéristique qui annonce ta présence. Ce n'est rien d'autre que l'air frappé par tes ailes, des centaines de fois chaque seconde. Et tes ailes ne battent pas simplement de haut en bas, comme on pourrait le croire. Elles décrivent une figure complexe, presque un petit V incliné, vrillant à chaque battement, ce qui te permet de créer une portance même avec un corps relativement lourd et de petites ailes. Tu peux ainsi avancer, reculer, te tenir immobile dans l'air comme suspendu à un fil, virer brusquement, te poser avec une précision parfaite au cœur d'une fleur ballottée par le vent. Tu portes en plus, au retour, une charge considérable, le nectar qui gonfle ton jabot, les deux pelotes de pollen accrochées à tes pattes, un fardeau qui peut approcher ton propre poids, et pourtant tu rentres, vol après vol, fidèle, jusqu'à ce que tes ailes, à force de tant de battements, finissent par s'user à leur bord. Laisse-moi te faire vivre un instant une seule de ces visites, car c'est le cœur même de ta vie de butineuse. Tu approches d'une fleur,
guidé de loin par sa couleur, par les dessins ultraviolets qui balisent son cœur, par son parfum que tes antennes ont capté bien avant de la voir nettement. Tu ralentis ton vol, tu déploies tes pattes, et tu te poses sur la corolle, qui ploie un peu sous ton poids léger. Sous tes pattes, tu sens la texture de la fleur, ses reliefs, sa fraîcheur. Tu déroules ta longue langue et tu la plonges au creux de la fleur, là où perle le nectar, cette goutte de sucre que la plante a fabriquée précisément pour t'attirer. Tu bois, et le liquide sucré coule dans ton jabot. Pendant ce temps, sans même y penser, ton corps couvert de poils frôle les organes de la fleur, et des grains de pollen, fins comme une poussière dorée, s'accrochent à ta toison, à ta tête, à ton ventre. Tu les brosses au passage avec tes pattes, tu les rassembles, tu les tasses en pelote sur tes pattes arrière. Puis tu t'élèves, tu quittes cette fleur, et tu en cherches une autre de la même espèce, et tu recommences, et encore, des centaines de fois, dans la lumière dorée de l'après-midi, parmi le frémissement des pétales et le bourdonnement de tes sœurs occupées au même geste. C'est cela, ta vie de butineuse. Une succession de gestes simples, 1000 fois répétés, dans la chaleur et la lumière, jusqu'à l'épuisement de tes forces. Te voilà donc équipé pour voler loin et retrouver ton chemin. Mais comment sais-tu où aller, vers quel champ, quel haie, quel arbre en fleurs? Là encore, la ruche a inventé quelque chose de stupéfiant, l'une des plus belles choses que le monde animal ait produite, un véritable langage. Car les butineuses ne partent pas au hasard. Quand l'une d'elles a découvert un riche gisement de fleurs, elle revient à la ruche, et là, sur la surface verticale des rayons, dans le noir, au milieu de la foule de ses sœurs, elle se met à danser. Et cette danse n'est pas une joie, ni un hasard. C'est un message codé, précis, qui dit aux autres où se trouve la nourriture, à quelle distance et dans quelle direction. On l'appelle la danse frétillante. Voici comment elle se déroule. L'abeille parcourt sur le rayon une courte ligne droite en agitant son abdomen d'un frémissement rapide, puis elle revient à son point de départ par un demi-cercle d'un côté, refait la ligne droite frétillante, et revient par un demi-cercle de l'autre côté, dessinant ainsi, encore et encore, une figure qui ressemble à un 8. Et tout le secret tient dans cette portion droite et frétillante, le cœur du message. Suis bien, car c'est d'une ingéniosité qui force l'admiration. La direction de cette ligne droite frétillante, tracée sur le rayon vertical, indique la direction où voler par rapport au soleil. Et c'est là le trait de génie. Sur le rayon vertical, dans l'obscurité de la ruche, l'abeille prend le haut, la direction qui s'oppose à la pesanteur, pour représenter la direction du soleil. Ainsi, si elle frétille en montant tout droit vers le haut, cela veut dire voler droit vers le soleil. Si elle frétille selon un angle de 40 degrés à droite de la verticale, cela veut dire voler à 40 degrés à droite du soleil. Elle traduit une direction dans le ciel en une direction sur le mur, remplaçant le soleil par la verticale, transposant le grand dehors lumineux dans le petit dedans obscur. C'est une abstraction, une véritable opération de l'esprit, accomplie par un insecte au cerveau plus petit qu'une tête d'épingle. Et la distance? Elle se lit dans la durée du frétillement. Plus la portion frétillante est longue, plus le gisement est lointain. Une danse brève annonce des fleurs toutes proches. Une danse longue annonce un voyage de plusieurs kilomètres. La danse code donc à la fois la direction et la distance, les deux informations dont une exploratrice a besoin pour retrouver le trésor. Et ce n'est pas tout, car la danse dit aussi la richesse du gisement. Plus les fleurs sont abondantes et sucrées, plus la danseuse répète sa figure avec vigueur et insistance, recrutant ainsi davantage de butineuses, qui sortent à leur tour, suivent le cap indiqué, trouvent les fleurs, reviennent, et dansent à leur tour si le gisement vaut la peine. Ainsi la colonie tout entière concentre son effort sur les meilleures sources de nourriture, sans qu'aucune abeille n'ait jamais une vue d'ensemble. Chacune ne connaît que sa danse et son vol, et de cette multitude de messages individuels émerge une stratégie collective d'une efficacité remarquable, capable d'exploiter au mieux les fleurs du voisinage et de s'adapter, jour après jour, à ce qui s'ouvre et à ce qui se fane. Le savant qui a percé le sens de cette danse, en l'observant pendant des décennies à travers des parois de verre, a reçu pour cela la plus haute distinction scientifique, tant il paraissait incroyable qu'un insecte pût ainsi transmettre à ses semblables une information aussi abstraite que la direction et la distance d'un lieu invisible. Et pourtant, c'est vrai, et c'est toi qui le fais, ou que tu liras bientôt sur les rayons en regardant danser tes sœurs.
Te voici donc lancée dans le grand ciel, butineuse accomplie, à la recherche des fleurs. Et là se révèle une autre de tes vertus, l'une des plus utiles au monde, bien au-delà de ta petite colonie. Quand tu butines, tu fais preuve de ce que les savants nomment la constance florale. Cela veut dire que, lors d'une même sortie, tu ne papillonnes pas d'une espèce de fleur à une autre au gré de ta fantaisie. Tu te fixes sur un seul type de fleur, disons les fleurs de pommier ou de trèfle, et tu ne visites que celles-là, l'une après l'autre, tant qu'elles sont en abondance. Tu apprends la forme de cette fleur, sa couleur, son parfum, la manière d'y entrer pour atteindre le nectar, et tu deviens experte de cette fleur-là, gagnant en rapidité à chaque visite. C'est avantageux pour toi, car tu ne perds pas de temps à réapprendre sans cesse de nouvelles fleurs. Mais c'est surtout, sans que tu le saches, le geste qui rend possible une part immense de la vie végétale sur Terre. Car voici ce qui se passe, à ton insu, pendant que tu cherches le nectar. Une fleur, pour faire des graines et des fruits, doit recevoir le pollen d'une autre fleur de la même espèce, ce pollen qui est, en quelque sorte, sa semence. Mais une fleur ne peut pas marcher, elle ne peut pas porter son pollen jusqu'à sa voisine. Il lui faut un messager. Et ce messager, c'est toi. Quand tu te poses sur une fleur pour boire son nectar, ton corps couvert de poils fins se couvre aussi, sans que tu prêtes attention, de grains de pollen qui s'accrochent à ta toison. Tu en récoltes même une partie volontairement, que tu rassembles en deux petites pelotes serrées sur tes pattes arrière, pour la rapporter à la ruche comme nourriture. Mais une part de ce pollen reste accrochée à ton corps, à ta tête, à ton ventre. Et quand tu voles vers la fleur suivante, de la même espèce grâce à ta constance, tu déposes une partie de ce pollen emporté de la précédente. Ainsi tu transportes la semence d'une fleur à l'autre, tu maries les plantes entre elles, tu permets à la fleur de pommier de devenir pomme, à la fleur de cerisier de devenir cerise. C'est ta constance florale qui rend ce service si précieux, car en ne visitant qu'une seule espèce à la fois, tu transportes le bon pollen vers la bonne fleur, et non un pollen inutile, étranger, qui ne servirait à rien. Mesure bien l'ampleur de ce que tu accomplis là, sans le vouloir, sans le savoir, en cherchant simplement à te nourrir. Une part considérable des plantes à fleurs de la terre dépend, pour se reproduire, d'animaux pollinisateurs comme toi, abeilles, mais aussi bourdons, papillons, et bien d'autres. Et une part importante de ce que les humains mangent, les fruits, beaucoup de légumes, les amandes, dépend directement de cette pollinisation. Quand tu butines de fleur en fleur, tu ne remplis pas seulement ton jabot de nectar et tes pattes de pollen. Tu noues, vol après vol, les fils invisibles qui font qu'un verger donnera des fruits, qu'une prairie donnera des graines, qu'une plante se perpétuera l'an prochain. Tu es l'un des innombrables petits artisans d'un travail dont dépend une grande partie de la vie terrestre et que presque personne ne voit. À chaque fleur où tu te poses, tu rends un service qui te dépasse infiniment, à la plante, à la prairie, à tous ceux, insectes, oiseaux, mammifères, qui se nourriront ensuite des fruits et des graines que tu auras rendus possibles. Ta vie d'ouvrière brève et anonyme, et à sa manière, l'un des piliers discrets du monde vivant. Mais que fais-tu, au juste, du nectar que tu recueilles au fond des fleurs? Il faut que tu saches comment ce liquide sucré devient le miel, car c'est l'une des transformations les plus patientes et les plus ingénieuses de toute la ruche. Le nectar, tel que la fleur te l'offre, est une eau sucrée, très riche en eau justement, bien trop liquide pour se conserver. Si on la stockait telle qu'elle, elle fermenterait, tournerait, se gâterait. Pour la garder, il faut l'épaissir, la concentrer, la transformer. Et ce travail commence dès l'instant où tu bois. Tu aspires le nectar grâce à ta langue, cette longue trompe que tu déploies au cœur de la fleur comme une fine paille, et tu l'emmagasines non dans ton estomac, mais dans une poche particulière de ton corps, ce qu'on appelle le jabot, une sorte de second estomac réservé au transport, où le nectar voyage sans être digéré. Déjà, dans ce jabot, des substances que ton corps y ajoute, des ferments, commencent à modifier les sucres du nectar, à les transformer en sucres plus simples, plus assimilables et mieux conservables. Ainsi, avant même d'être rentré à la ruche, tu as déjà entamé la métamorphose du nectar en miel. De retour au nid, tu ne déposes pas toi-même ce nectar dans les alvéoles. Tu le transmets, de bouche à bouche, à une ouvrière d'intérieur, qui le reprend dans son propre jabot, puis le passe parfois à une autre, et ainsi de suite, chaque passage ajoutant ses ferments et poursuivant la transformation des sucres.
Ce nectar passé de bouche en bouche, de plus en plus travaillé, finit par être déposé en gouttelettes dans les alvéoles. Mais il est encore trop liquide. Alors commence le grand travail d'assèchement. Les ouvrières battent des ailes au-dessus des rayons, créant ces courants d'air dont je t'ai parlé, et le souffle continu fait s'évaporer peu à peu l'eau du nectar, qui s'épaissit, se concentre, devient sirop, puis miel. Quand le miel a atteint la bonne consistance, quand il ne contient plus assez d'eau pour risquer de fermenter, les ouvrières scellent l'alvéole d'un fin couvercle de cire, l'operculant comme on ferme un bocal, et le miel peut alors se conserver des mois, voire des années, intact. C'est cette réserve, patiemment fabriquée et mise de côté pendant l'abondance de l'été, qui nourrira la colonie pendant l'hiver, quand plus aucune fleur ne s'ouvrira au dehors. Le miel est en somme, de l'été mis en réserve, de la lumière des fleurs convertie en provision pour la saison froide. Songe à la quantité de travail qu'une seule cuillerée de miel représente. Pour la produire, il a fallu des visites à des milliers et des milliers de fleurs, des kilomètres et des kilomètres de vol, le concours de nombreuses ouvrières et des heures de ventilation pour en évaporer l'eau. Une seule abeille, dans toute sa vie de butineuse, ne produit qu'une infime fraction d'une cuillerée. Le miel d'un pot tout entier est l'œuvre conjuguée de la vie de centaines d'ouvrières, de leurs vols additionnés qui, mis bout à bout, feraient plusieurs fois le tour de la terre. Quand tu rapportes ta goutte de nectar, tu n'ajoutes qu'une touche infime à cette réserve commune, mais c'est de la somme de ces touches infimes que naît le trésor doré de la ruche. Et il y a là, encore, l'image du superorganisme. Aucune abeille ne fait le miel à elle seule. Le miel est une œuvre collective, comme la cire, comme la chaleur, comme la cité tout entière. Pendant que tu butines ainsi sous le soleil, il faut que tu saches qui d'autres peuplent ta cité, car tu n'es pas seul à y vivre, et chacun y tient un rôle bien distinct du tien. Il y a d'abord la reine, ta mère, l'unique pondeuse de toute la colonie. Elle est plus grande que toi, au corps allongé, et elle ne fait, pour ainsi dire, qu'une seule chose. Mais cette chose est capitale, elle pond. En pleine saison, elle peut déposer chaque jour un nombre prodigieux d'œufs, parfois autant que son propre poids en une journée, peuplant sans relâche les alvéoles que vous, les ouvrières, avez nettoyées et préparées. Elle est entourée en permanence d'une cour d'ouvrières qui la nourrissent, la nettoient, la lèchent, et qui, ce faisant, recueillent et répandent dans toute la ruche les substances chimiques qu'elle émet, ces signaux odorants qui informent la colonie entière de sa présence et de sa santé. Tant que ce parfum royal circule, la colonie se sait unie, ordonnée, vivante. Si la reine vient à manquer, en quelques heures la nouvelle se répand par l'absence de son odeur, et la ruche, alarmée, entreprend aussitôt d'élever une nouvelle reine, en gavant une jeune larve de gelée royale, comme tu sais maintenant qu'on le fait. La reine n'est pas une souveraine qui commande, malgré son nom. Elle ne donne aucun ordre. Elle est plutôt l'organe de reproduction du superorganisme, le centre fertile autour duquel toute la cité s'organise. Et puis il y a les mâles, les faux-bourdons, ces abeilles d'un autre genre, plus grosses que toi, trapues, aux très grands yeux qui se rejoignent au sommet de la tête, et dépourvues de dard. Ils ne travaillent pas. Ils ne butinent pas, ne bâtissent pas, ne nourrissent pas les larves, ne défendent pas la ruche. On les nourrit, on les laisse aller et venir, et leur unique fonction, la seule raison de leur existence, est de féconder une jeune reine, non pas celle de leur propre ruche, mais une reine vierge d'une autre colonie, lors de son vol nuptial. Ils passent leur journée à patrouiller dans l'air, à certains points de rassemblement, attendant le passage d'une reine à féconder. La plupart n'y parviendront jamais. Et ceux qui réussissent meurent dans l'acte même de la reproduction. Quant aux autres, à la fin de la belle saison, quand les fleurs se raréfient et que la colonie doit économiser ses réserves pour l'hiver, les ouvrières cessent de les nourrir et finissent par les chasser de la ruche, où ils n'ont plus leur place. Les faux-bourdons, qui ne savent pas se nourrir seuls, périssent alors au dehors. C'est un sort dur, mais qui dit bien la logique implacable du superorganisme, où chaque membre n'existe qu'en fonction du tout, et où ce qui ne sert plus la survie de la colonie est sans cruauté mais sans pitié, abandonné. Et toi, dans tout cela, où en es-tu de ta vie? C'est ici qu'il faut te dire la vérité sur le temps qui t'est compté, cette vérité douce et grave que tu portes en toi depuis ta naissance de ce matin. Tu es une abeille d'été. Et les abeilles d'été ne vivent pas longtemps. À peine 5 ou 6 semaines, selon les saisons et le travail. Songe à ce que cela veut dire.
Tout ce que je viens de te raconter, toute cette vie si pleine, le nettoyage des cellules, l'élevage des larves, la fabrication de la cire, la garde de l'entrée, et enfin les grands vols vers les fleurs, tout cela tient dans à peine plus d'un mois. Tu nais au début de l'été, et tu seras morte avant l'automne. Une vie entière, avec ses métiers successifs, ses apprentissages, son sommet et son déclin, condensés dans l'espace de quelques semaines, le temps que durent quelques floraisons. C'est peu, terriblement peu, à l'aune de nos années humaines. Et pourtant cette brièveté n'a rien de triste, quand on en comprend la raison, car elle est tout entière au service de la vie qui continue. Pourquoi vis-tu si peu? Parce que tu te dépenses sans compter. Les dernières semaines de ta vie, celles de la butineuse, sont d'une intensité épuisante. Tu parcours, chaque jour, des kilomètres et des kilomètres, tu visites des centaines, parfois des milliers de fleurs, tu portes des charges de nectar et de pollen presque égales à ton propre poids, tu affrontes le vent, la pluie, les prédateurs, la chaleur, le froid des matins. Tes ailes, à force de battre des centaines de fois par seconde durant des heures, finissent par s'user, par s'effranger sur leurs bords, par perdre de leur efficacité. Ton corps tout entier s'épuise, se consume dans le travail. Tu meurs, en somme, d'avoir trop bien servi. Souvent, une butineuse usée ne rentre pas d'un dernier vol, surprise par un orage, saisie par le froid d'un soir, ou simplement à bout de force, tombant quelque part dans l'herbe, loin de la ruche. C'est une mort sans drame, presque imperceptible, dissoute dans le grand travail de l'été. Pour la colonie, ta disparition n'est pas une perte, car d'autres naissent chaque jour pour te remplacer, par milliers. Le superorganisme, lui, continue, nourri par le sacrifice silencieux de chacune de ses ouvrières d'été. Mais voici une chose étonnante, qui éclaire ta condition d'une lumière nouvelle. Toutes les abeilles ne vivent pas aussi brièvement que toi. Celles qui naissent à la fin de l'été, à l'approche de l'automne, ne connaissent pas le même destin. Ces abeilles d'hiver, comme on les appelle, peuvent vivre non pas quelques semaines, mais plusieurs mois, parfois tout l'hiver durant. Comment cela se peut-il, puisqu'elles sont, en apparence, les mêmes que toi, issues des mêmes œufs, du même genre de larves? La différence, encore une fois, ne tient pas à leur naissance, mais à leur vie. Les abeilles d'hiver naissent quand il n'y a presque plus de fleurs à butiner, ni de larves à nourrir en grand nombre. Elles ne s'usent donc pas au travail effréné de la butineuse. Au lieu de se dépenser, elles accumulent des réserves dans leur corps, elles emmagasinent des substances nourricières, et elles passent l'hiver blotties dans la grappe, à maintenir la chaleur du nid et à protéger la reine, économisant leurs forces, attendant le retour des beaux jours. Quand le printemps revient, ce sont elles, ces abeilles d'hiver longuement gardées, qui élèvent la première génération de l'année, avant de s'éteindre à leur tour, ayant assuré le passage d'une saison à l'autre. Ainsi, une même créature peut vivre 1 mois ou 6 mois, selon que la vie lui demande de se consumer dans le travail de l'été ou de se conserver dans l'attente de l'hiver. Toi, tu es de celle de l'été. Tu es né pour brûler vite, dans la pleine lumière, au cœur de l'abondance. Ta brièveté est le prix de ta saison. Il y a, dans cette différence entre les abeilles d'été et les abeilles d'hiver, une leçon qui apaise. Ce n'est pas la durée d'une vie qui en fait le prix, mais sa justesse, son accord avec le moment où elle s'inscrit. Tu vis peu, mais tu vis pleinement, exactement au rythme qu'exige la saison où tu es né. Chaque jour de ta brève existence est rempli jusqu'au bord, utile, ajusté, nécessaire. Tu ne perds pas un instant à attendre. Tu es tout entière dans ce que tu fais, le nettoyage, l'élevage, la construction, le vol. Et quand ton corps sera usé, quand tes ailes seront élimées, tu ne laisseras derrière toi aucun travail inachevé, car d'autres prendront aussitôt le relais, dans la grande continuité de la cité. Ta vie n'est pas un fragment trop court d'une vie qui aurait dû durer davantage. C'est une vie complète, à sa propre échelle, accomplie de bout en bout dans le temps qui lui était imparti. Et il y a une vraie paix à comprendre cela, à mesure que la nuit s'avance autour de toi. Avant de te laisser glisser vers le repos, il me reste à te raconter le plus grand événement que puisse connaître une colonie, le moment où le superorganisme se reproduit, non par la naissance des ouvrières, qui ne sont que ces cellules renouvelées, mais par la naissance d'une colonie nouvelle. Cela s'appelle l'essaimage. Quand une ruche prospère, quand elle déborde d'abeilles et de réserves, quand l'espace commence à manquer, elle se prépare à se diviser. Les ouvrières élèvent alors plusieurs nouvelles reines,
en gavant de gelée royale quelques larves choisies. Et avant que ces jeunes reines n'émergent, la vieille reine, la mère de toute la colonie, quitte la ruche. Mais elle ne part pas seule. Elle emmène avec elle une grande partie des ouvrières, parfois la moitié de la colonie, des milliers et des milliers d'abeilles qui, ensemble, s'envolent en un nuage bourdonnant, dans l'un des spectacles les plus saisissants de toute la nature. Cet essaim, ce nuage vivant, se pose d'abord non loin, sur une branche, sur un tronc, formant une grappe dense où la reine est protégée au centre, tandis que des éclaireuses partent à la recherche d'un nouveau logis, un creux d'arbre, une cavité abritée, un endroit où fonder la cité nouvelle. Et ce choix du nouveau logis donne lieu à l'une des plus belles décisions collectives du monde animal. Les éclaireuses, parties dans toutes les directions, trouvent chacune des sites possibles, qu'elles inspectent avec soin, en jugeant le volume, l'exposition, la sécurité. Puis elles reviennent vers la grappe et dansent, oui, la même danse frétillante que pour les fleurs, mais cette fois pour indiquer non un gisement de nectar, mais l'emplacement d'un futur foyer. Et plus le site qu'une éclaireuse a visité lui paraît bon, plus elle danse avec vigueur et longtemps, recrutant d'autres éclaireuses qui vont à leur tour visiter ce site, et en revenir danser si elles le jugent digne. Peu à peu, par cette confrontation de danse, par ce débat dansé où chaque site rivalise pour le soutien des éclaireuses, un consensus se dégage, et l'essaim finit par s'accorder sur le meilleur emplacement, celui qui a rallié le plus de danseuses. Alors, d'un seul élan, le nuage entier se soulève et s'envole vers son nouveau foyer, où il bâtira ses rayons, où la vieille reine recommencera à pondre, où une nouvelle colonie naîtra. Pendant ce temps, dans la ruche d'origine, la première des jeunes reines à émerger prend la succession, et la vieille cité, allégée, repart elle aussi pour un nouveau cycle. Ainsi, par l'essaimage, une ruche devient deux, et la vie des abeilles se perpétue, de division en division, d'été en été, depuis des temps que nul ne saurait compter. Songe à tout ce que tu auras traversé, toi, dans ta seule vie d'été. Tu es né ce matin dans le noir tiède d'une cellule, et tu auras été tour à tour nettoyeuse, nourrice, bâtisseuse de cire, ventileuse de chaleur, gardienne à la frontière, et enfin butineuse sous le grand ciel. Tu auras nourri des larves qui ne sont pas tes filles, bâti des alvéoles que d'autres rempliront, gardé une cité où des milliers de sœurs s'affairent, et porté de fleur en fleur le pollen qui fait les fruits du monde. Tu n'auras jamais pondu un seul œuf, jamais connu de descendance à toi, et pourtant la vie tout entière aura été au service de la vie, celle de la colonie, celle des plantes que tu pollinises, celle des saisons qui se suivent. Tu auras vécu 5 ou 6 semaines, le temps de quelques floraisons, et dans ce court intervalle tu auras accompli plus de métiers qu'un être humain n'en exerce parfois dans toute une longue existence. Une vie minuscule, oui, mais dense, complète, exactement remplie. Il y a, dans la condition d'abeille, quelque chose qui touche à une vérité plus vaste que les abeilles elles-mêmes. Tu es un individu, et pourtant il n'est qu'une partie d'un être plus grand. Tu nais, tu travailles, tu meurs, et le grand corps dont tu es une cellule, lui, continue, traverse les saisons et les années, là où aucune ouvrière ne vit plus de quelques semaines. C'est une autre manière d'être au monde, très différente de la nôtre, et qui éclaire la nôtre par contraste. Là où chaque humain se vit comme un tout, un centre, une fin en soi, toi tu accordé à plus grand que toi, fondu dans une œuvre collective qui te dépasse de toutes parts et qui ne s'achèvera pas avec ta disparition. Ta mort n'est pas la fin d'une histoire, mais le passage d'un relais, le don d'une charge à celles qui te suivent. Et il y a, dans cette manière d'exister, une forme de sérénité que nous, qui craignons en notre propre fin, pouvons contempler avec une sorte d'envie tranquille. Pense, en te laissant aller au repos, à ce qui se passe à cet instant même, dehors, dans toutes les ruches du monde et dans tous les arbres creux où vivent des abeilles sauvages. Des milliers de cités minuscules veillent dans le noir, chacune un super-organisme vivant, chacune régulant sa chaleur, élevant ses larves, bâtissant sa cire en hexagone parfait, en voyant ses butineuses lire la lumière polarisée du ciel et danser sur les rayons le chemin des fleurs. Tout cela se déroule sans le moindre chef, sans le moindre plan d'ensemble que quiconque détiendrait, par la seule coordination de milliers de gestes simples, accomplis par des créatures qui ne savent rien du tout qu'elles forment. De cette multitude aveugle émerge une intelligence collective d'une finesse stupéfiante, capable de géométrie, de langage, de navigation, de décision partagée. La ruche pense, en quelque sorte, mais sa pensée n'habite aucune tête, elle est répartie dans la foule entière,
comme ta propre pensée est répartie dans la foule de tes neurones. Il y a là un mystère que la science explore encore, celui de la manière dont le simple peut engendrer le complexe, dont la multitude peut produire l'unité, dont des êtres minuscules et sans vue d'ensemble peuvent, ensemble, se comporter comme un seul être sage. Et il y a, dans la brièveté même de ta vie d'abeille d'été, une douceur que je voudrais te laisser pour cette nuit. Tu seras morte avant l'automne, c'est vrai, mais songe à tout ce que cet été t'aura donné. Tu auras connu le noir tiède de la ruche et l'immensité du ciel, le travail patient au cœur du nid et l'ivresse des grands vols, le parfum de 1000 fleurs et la chaleur du soleil sur ton dos. Tu auras vécu en quelques semaines un éventail d'expériences si large que peu d'êtres en connaissent autant. Et tu auras laissé, derrière toi, des larves nourries devenues abeilles, des alvéoles bâtis remplis de miel, des fleurs pollinisées devenues fruits et graines. Rien de ta brève existence n'aura été perdu. Tout y aura servi, tout y aura compté, tout se sera transmis à ce qui vient après. C'est peut-être cela, au fond, qu'une abeille a à nous enseigner, à nous qui mesurons nos vies à leur longueur. Ce n'est pas la durée qui fait la plénitude d'une vie, mais la justesse de chaque instant, l'accord profond avec la saison où l'on est né, et le soin avec lequel on passe, à ceux qui suivent, le peu qu'on aura su construire. Laisse cette pensée t'accompagner, à mesure que le sommeil te gagne. Quelque part dehors, dans la nuit douce, des ruches veillent, tièdes de la chaleur de milliers de corps blottis, gardant en leur cœur la promesse du miel et des fleurs de demain. Les abeilles d'été se reposent un peu de leur vol, les bâtisseuses façonnent encore quelques écailles de cire, les nourrices se penchent toujours sur les larves affamées, et la reine, au centre, pond sans relâche les générations à venir. Tout cela continue, cette nuit, sans bruit, comme cela continue depuis des millions d'années, bien avant que le premier humain ne goûte au premier miel. Tu peux fermer ton esprit sur cette image paisible, celle d'une petite cité d'or et de cire qui ne dort jamais tout à fait, où chaque vie minuscule s'accorde à toutes les autres dans une œuvre commune plus vaste qu'aucune d'elles. Une vie brève, vécue pleinement, donnée tout entière. Il n'y a là rien à craindre, et beaucoup à admirer. Repose-toi, maintenant, dans la chaleur de ta couche, comme une abeille au cœur de la grappe. Laisse le bourdonnement lointain du monde s'apaiser autour de toi. Tu auras appris, cette nuit, qu'une vie n'a pas besoin d'être longue pour être entière, et qu'il existe, dans la plus humble des créatures, une intelligence et une beauté qui dépassent l'imagination. Demain, quelque part, une butineuse lira de nouveau la lumière cachée du ciel et dansera sur les rayons le chemin des fleurs. Mais toi, cette nuit, tu n'as rien d'autre à faire que de te laisser porter par le sommeil, en gardant au fond de toi la chaleur dorée de la ruche et le doux vertige de cette vie d'été, brève et lumineuse, que tu auras traversée en pensée. Bonne nuit.